Retour sur le plateau d'LCI, nous allons continuer à débattre de ce qui s'est passé ce matin en Italie. Anis Amri, le principal suspect de l'attentat lundi soir de Berlin, a été abattu par la police italienne. Ça s'est passé à Milan. Nous sommes avec nos invités sur le plateau. Nous sommes avec Chem Sakrouf, vous êtes expert en renseignement et professeur à la faculté de Lyon, de médecine de Lyon. Et puis Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci. Et également Georges Brunier, spécialiste police-justice et terrorisme de TF1 LCI. Tout d'abord, on va faire le point sur ce qui s'est passé ce matin. C'est le ministre italien de l'Intérieur qui a annoncé avoir arrêté et donc abattu le principal suspect de l'attentat de Berlin. Cette nuit, à 3 h du matin, dans un quartier de Milan, au cours d'un contrôle d'identité de routine, une patrouille de la police d'État a arrêté une personne. La personne correspondait au portrait du suspect des attentats de Berlin. Au moment de son arrestation, l'homme a immédiatement et sans hésitation sorti une arme à feu et a tiré. Au cours de la fusillade, l'homme qui a attaqué notre patrouille a été tué. Après vérification, il s'agit sans l'ombre d'un doute d'Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin. Alors Georges Brunier, il était lundi soir à Berlin. Il a priori pris ce camion pour foncer dans la foule et tuer 12 personnes. Cette nuit, il était à Milan. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Alors ça, pour le moment, on ne le sait pas précisément. Ce qui est sûr, c'est Anis Amri traversé plusieurs pays pour en effet arriver jusqu'à Milan au cours des dernières heures. Très vraisemblablement en prenant un train dans un premier temps depuis Berlin, en Allemagne, là où évidemment a eu lieu l'attentat, avant de se diriger, semble-t-il, tout ça est en cours de vérification, vers Bruxelles, puis vers Paris, puis vers Chambéry, avant de relier Turin et Milan. Alors évidemment, ça va à nouveau soulever tout un tas de questions qui vont devoir être répondues, auxquelles les autorités vont devoir répondre assez rapidement. Mais à nouveau, on va se retrouver dans le même cas de figure que lors du 13 novembre. N'oublions pas, les pays dont on parle, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie, font par définition partie de l'espace Schengen et que dans l'espace Schengen, les contrôles d'identité sont obligatoirement aléatoires, ils ne peuvent pas être systématiques. Et donc, on peut tout à fait imaginer, l'enquête le dira, mais qu'Anis Amri a pris toute une série de trains sans jamais être contrôlé. Il aurait pu l'être, mais si ça avait été le cas, ça aurait été dû uniquement au hasard. Donc, ce sont des contrôles aléatoires. Ce sont des contrôles totalement aléatoires pour des questions de vie privée, de liberté. C'est une pratique qui est en cours depuis longtemps, malgré l'état d'urgence d'ailleurs en France. Chem Sakrouf, comment la police européenne, qui était sur un avis de recherche très précis, on savait que cet homme était recherché, il y avait des renforcements de contrôle en plus aux frontières. C'est possible encore quand même dans ces cas-là? La France en plus a renforcé ses frontières après les attentats. Tout à fait, il y a un contexte particulier, c'est qu'à un moment donné, on avait arrêté un Pakistanais qu'on avait soupçonné, donc ça a laissé du temps bien évidemment, aux terroristes de fuir, de passer sur un mode d'évolution clandestine. A-t-il bénéficié d'aide? On ne le sait pas. En tout cas, effectivement, il y a une porosité à travers l'espace Schengen où on peut rapidement se passer de l'Allemagne, en passant par la France ou pas, à se retrouver en Italie. Oui, ça paraît étonnant, malgré la coordination, l'échange d'informations, les avis de recherche. L'individu a déjoué la surveillance, on peut se poser des vraies questions sécuritaires. Mais finalement, Driss Aït Youssef, qu'il soit en Allemagne ou qui traverse l'espace Schengen, finalement c'est logique puisqu'il n'y a plus de frontières. Alors, il n'y a plus de frontières, mais je rappelle simplement que c'est une décision politique, à un moment donné, dans l'espace Schengen, de favoriser la libre circulation des personnes. Presque philosophique même. C'est philosophique, donc la difficulté ne vient pas de là, à mon sens. C'est-à-dire que si on l'accepte, bon, c'est parce qu'on a une circonstance qui est particulière. Aujourd'hui, il y a un attentat, il y a un terroriste qui se balade un peu partout, librement. Mais la problématique, c'est l'identification de l'individu. Je rappelle que cet individu a été identifié qu'à 2 reprises, courant septembre et octobre, il a fait l'objet d'un signalement de la part
part d'un service secret étranger, considérant cet individu comme dangereux. L'Allemagne n'en a rien fait. Bon, la Tunisie a refusé de le reconnaître et puis cette information n'a pas été, captée dans un système européen. Là, aujourd'hui, quand on parle d'un système européen antiterroriste, d'un service antiterroriste européen, c'est juste un peu une plaisanterie. On a fait le PNR qui permettait d'avoir de l'information. Ça, c'est le fichier des passagers aériens. Exactement, ce qui permettait à un moment donné de croiser un certain nombre de données. Là encore, le fait d'avoir de la donnée, et je l'ai dit sur votre plateau, ça ne règle pas pour autant un problème. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la libre circulation des passagers, en tout cas des voyageurs dans l'espace européen, ce n'est pas ça. C'est plutôt comment on arrive à identifier les personnes qui présentent un trouble sérieux à l'ordre et à la sécurité publique. Voilà. Je rappelle simplement que le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a annoncé effectivement au lendemain de l'attentat de Berlin un renforcement des contrôles. Faut juste un peu être réaliste. Aux frontières de l'Est, principalement. Aux frontières de l'Est, il faut juste être réaliste et de dire que ce n'est pas possible. Il y a un service qui est aussi le service de la SUGE, qui est le service interne de sécurité de la SNCF, avec 2500 personnes, qui ont aujourd'hui un vrai pouvoir de contrôle d'identité, de palpation de sécurité et d'inspection visuelle de bagages à main. Manifestement, ce n'est pas suffisant. Donc d'avoir autant d'effectifs que ça, on a beaucoup d'effectifs sont mobilisés, manifestement, ce n'est pas suffisant. Mais les douaniers, alors qu'est-ce qu'ils font du coup quand les frontières sont partiellement ou temporairement rétablies? Alors il y a un vrai cri d'alarme qui vient des douaniers. Moi j'ai beaucoup d'amis dans les douanes avec qui j'échange sur les problèmes de sécurité qui font justement état du fait qu'ils ne sont plus sollicités justement aux frontières, que c'est une mission qui est confiée de plus en plus à la gendarmerie. Donc c'est un vrai métier douanier, l'évaluation de ce qui franchit les douanes, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan des marchandises. Et parallèlement à ça, ils m'ont signalé également que les contrôles dans les trains n'étaient plus à l'ordre du jour parce que justement, ils étaient déployés sur d'autres... Sous-effectifs, en fait. Bien évidemment, et surtout que la mission, il y a une forme de laisser-aller au niveau de la Direction générale des douanes sur la fonction des douaniers, sur la mission de la surveillance. Et ils tirent régulièrement dans les médias la sonnette d'alarme. Alors, on va revenir sur le parcours d'Anis Amri avec ce sujet signé Antoine Magnan. L'histoire d'Anis Amri avec l'Italie commence en 2011. Sur ces images, alors tout jeune immigré, il est arrêté à Lampedusa. Il passera 4 années en prison. À sa libération en 2015, l'Italie lui ordonne de quitter le territoire. Anis Amri rejoint l'Allemagne jusqu'à ses derniers jours. Dans sa fuite, il rejoint dans un premier temps Turin, puis Milan, capitale de la Lombardie, mais aussi des réseaux terroristes en Italie. Au début des années 2000, la ville est une base arrière importante d'Al-Qaïda. Milan, c'est l'histoire du djihadisme, surtout qaïdien. Il y avait un centre très très dangereux à Milan, qui était un centre logistique qui servait surtout pour infiltrer, pour organiser des cellules. Une question préoccupe désormais les enquêteurs italiens. Anis Amri bénéficiait-il ou non de soutien humain et logistique dans la capitale lombarde? Voilà, c'est toute la question que vient de poser Antoine Magnan. Georges Brenier, est-ce qu'il a bénéficié de soutien? Angela Merkel l'a dit tout à l'heure dans son allocution il y a 10 minutes. L'enquête est loin d'être terminée. Ils vont chercher d'éventuels complices parce qu'il n'a pas pu faire ça tout seul. Non, alors on est d'accord, l'enquête en effet démarre. Il est mort certes, mais il y a énormément d'investigations à venir. Est-ce qu'il a fait ça tout seul? C'est toujours cette question du loup solitaire dont on parle tant depuis tant d'années. C'est un mythe? Non, c'est pas forcément un mythe. Souvenez-vous, 14 juillet 2016, Nice, à nouveau une attaque au camion bélier, Mohamed Laoueche Boulel, qui lui, pour le moment, d'après les services de renseignement, a agi tout seul, avec 2 ou 3 complices qui l'ont un moment ou un autre aidé, notamment à se fournir en armes, sans savoir mais sans commanditaire. Ce que c'était. Sans commanditaire et notamment de la zone irako-syrienne. Ce qui est sûr, c'est que dans le cas d'Anis Amri, les services secrets américains ont établi qu'il était en contact ces dernières semaines et derniers mois via la messagerie cryptée Telegram avec des membres de l'État islamique, certains présents sur zone en Syrie ou en Irak. Est-ce que ces gens, ces individus étaient des commanditaires? Pour le moment, on ne le sait pas du tout. C'est un mystère. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre, notamment parce qu'on a retrouvé sur le corps d'Anis Amri, d'après les autorités italiennes, en tout cas pour le moment, pas la moindre lettre d'allégeance, pas le moindre testament, rien qui le relie formellement à l'État islamique. Et le mobile de son geste, les raisons de son geste et comment est-ce qu'il s'y est pris précisément, reste pour l'heure totalement inconnu.
Alors on va aller faire un tour du côté de la place Beauvau. C'est là que nous attend Alix Van P. Alix, est-ce qu'on a des nouvelles du ministre de l'Intérieur ? Il s'est exprimé ce matin sur la mobilisation des forces de l'ordre pour ce week-end, mais on ne l'a pas entendu depuis la mort du terroriste présumé. Et non, pas de réaction du ministère de l'Intérieur pour l'instant depuis ces informations qui nous viennent des médias italiens selon lesquelles Anis Amri aurait transité par la France avant d'aller jusqu'à Milan. Il serait passé donc par Chambéry et par Turin. Des informations assez... Voilà, après l'attentat, le dispositif de sécurité a pourtant été renforcé au niveau de la frontière franco-allemande, au niveau du pont de Kehl. Il y a aussi un système de sécurité renforcé au niveau de la frontière franco-italienne. Donc, malgré cela, Anis Amri a rejoint, selon les médias italiens, l'Italie sans trop de problèmes. Alors du côté de l'Italie, le ministre de l'Intérieur Marco Mittini s'est dit très heureux, s'est dit fier de ce dispositif sécuritaire et qui a permis de tuer Anis Amri. Donc pas de réaction pour l'instant de Bruno Le Roux sur ce sujet. Merci beaucoup, Alix. Vous êtes sur place, vous nous tiendrez informés. Je vous voyais un peu lever les yeux au ciel quand on parlait de fierté sécuritaire du ministre italien ou pas de réaction de la part du ministre de l'Intérieur français. C'est surtout l'absence de réaction qui m'interroge. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a annoncé évidemment un renforcement. Le président de la République, lui, indiquait qu'il n'y avait pas besoin de renforcement parce qu'on était au maximum. On s'aperçoit qu'un individu qui vient de commettre un attentat passe la frontière sans encombre pour rejoindre l'Italie. Est-ce qu'il était en transit en Italie ou pas ? En tout cas, il est passé par Paris avec une arme à feu. Il avait une arme à feu sur lui. Je ne peux que m'interroger sur finalement un peu l'efficacité, mais c'est pas tant l'efficacité. C'est est-ce qu'à un moment donné, on doit faire des annonces comme ça, quand il y a un attentat, on va renforcer, ou alors on travaille le fond, parce qu'il y a aussi un fond à travailler. Alors, je fais toujours un parallèle entre ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui s'est passé chez nous. Si on regarde l'attentat du mois de juillet, c'est pas un immigré, c'est quelqu'un qui était établi sur notre territoire, ces jeunes qui sont sur notre territoire, des jeunes Français depuis 2 ans qui se font sauter en France ou alors qui commettent des attentats sont des Français, qui quelquefois partent faire ce qu'on appelle le djihad, qui reviennent, le parallèle n'est pas le même. On a une problématique qui est différente de l'Allemagne, donc on se concentre pas forcément assez là-dessus. On va peut-être réagir dans la spontanéité, c'est pas forcément ce qu'on demande à un politique ou un parlement, mais en tout cas les réactions, à mon avis, à chaud du ministre de l'Intérieur pour rassurer, je n'en dis combien pas, on fait la tournée des marchés de Noël, juste être rassuré, ça a aussi une limite. Et là, on vient de voir la limite de peut-être un discours, en tout cas une annonce, qui est une annonce finalement assez légère. Voilà. Et d'un ministre qui est peut-être pas encore aussi, qui vient tout juste d'arriver il y a quelques semaines à la place de Bernard Cazeneuve. Oui, donc quand on vient d'arriver, on étudie, on regarde, on ne prend pas une décision. Je comprends que pour la circonstance, il faut rassurer les Français. On a l'approche des fêtes, il y a les marchés de Noël. Les Français ont besoin de sortir, ont besoin de fêter quelque chose. C'est parfaitement juste, mais vous comprenez bien que notre système, il est défaillant. Notre système de sécurité intérieure, il n'est pas performant. On a des policiers et des gendarmes, on a des services de sécurité, j'ai envie de dire privés, on a la police judiciaire qui est mobilisée à 100% et qui fait un travail extraordinaire. Mais le problème, il n'est pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de politique de lutte contre le terrorisme. Et la politique de lutte contre le terrorisme, elle se fait aussi d'une manière idéologique. C'est vrai ça, Chem Sakouf, on n'a pas de politique antiterroriste aujourd'hui ? Non, c'est-à-dire que la difficulté pour des hommes politiques qui sont sur le temps de la communication face à des événements, ils sont là avec un temps limité de mandat, ou justement en évitant le maximum la crise, en faisant des prières pour éviter qu'il y ait d'autres attentats. C'est pas la même problématique des agents de terrain qui, eux, font ce qu'on leur dit de faire dans le cadre qu'on leur donne à travers la loi. Avec les moyens qu'ils ont. Bien évidemment. Là, par exemple, on a fait beaucoup d'émissions dans beaucoup de chaînes d'information où on parle de la capacité ou pas de pouvoir anticiper une attaque terroriste. On n'a pas de télépathe dans les services de renseignement. Par contre, on peut peut-être avoir des gens issus de l'immigration qui peuvent être séduisants pour les recruteurs pour pouvoir, sur 2 niveaux, le premier, infiltrer, et deuxièmement, le faire communiquer pour qu'ils aient peur de recruter des gens chez nous. On ne le fait pas du tout, ça. Non, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui soit apte sur le plan opérationnel, d'aller évoluer sur des sphères de recrutement, de parler des dialectes ou pas, de pouvoir partir là-bas. Ça demande une logistique, un savoir-faire, et surtout d'avoir une coopération entre les différents services de renseignement pour avoir des gens qui peuvent nous annoncer un attentat à venir ou alors nous éclairer sur l'organisation. Et ça, il faut le rappeler que le ministère de l'Intérieur, à une certaine période, avait mis de côté les gens issus de l'immigration
parce que ça ne correspondait pas à leur profil. On avait beaucoup misé sur les algorithmes, en se disant que ce serait ça qui nous annoncerait la menace potentielle. Et on s'était un petit peu coupé, on l'a beaucoup dit, du renseignement humain. Ce n'est pas que des sources, c'est pouvoir infiltrer. Et ça, on ne l'a pas fait de manière concrète, sinon on aurait pu peut-être avoir des agents infiltrés dans ces groupuscules. On va continuer ce débat dans quelques minutes. Ce sera juste après le rappel de titre. Et puis on abordera aussi cette question, est-ce que l'espace Schengen a vocation à être arrêté? Voilà, c'est dans un instant, après le rappel des titres, l'essentiel de l'info avec Julien Domel. À tout de suite. L'auteur présumé de l'attentat lundi de Berlin a donc été tué cette nuit à Milan et il n'en fallait pas plus pour remettre en cause l'espace Schengen, notamment parmi les hommes politiques. En effet, d'après les informations de notre spécialiste police-justice Georges Brenier, il serait passé d'abord par l'Allemagne, donc par la Belgique, ensuite par la France pour arriver enfin à Milan. Regardez le communiqué de presse publié ce matin par le Front National et sa présidente Marine Le Pen. Anis Amri abattu à Milan, Schengen en accusation. Le mythe de la libre circulation, écrit-elle, totale en Europe, doit être définitivement enterré. Autre réaction aussi, elles sont nombreuses du côté Les Républicains. Celle à notre micro, LCI tout à l'heure, de Roger Carucci. De deux choses l'une, où on dit non, pas de contrôle. C'est trop compliqué, on ne veut pas donner le sentiment de ségrégation entre les Européens et les non-Européens. Mais alors, est-ce qu'on fait vraiment la guerre au terrorisme? Et si vous avez encore des attentats en France, en Italie, en Allemagne, est-ce qu'on ne va pas dire ces gouvernements sont faibles? Qu'est-ce qui favorise les extrêmes? C'est forcément le sentiment de la faiblesse de l'État. Si nous souhaitons un État renforcé, des contrôles renforcés, c'est justement pour que la démocratie triomphe, parce que les gens se sentiront rassurés. Et direction le 15e arrondissement de Paris, où nous attend son maire et son député, Philippe Goujon. Bonjour, on a entendu vos collègues des Républicains, votre collègue en l'occurrence, Roger Carucci, est assez dur. Quelle est votre réaction, vous, sur l'espace Schengen ? Nous sommes en état de guerre. Il faut donc que notre pays ainsi que l'Europe prennent toutes les dispositions pour protéger nos concitoyens. Sur le plan national, il faut, dans le cadre des exceptions et des dérogations qui sont possibles dans les accords de Schengen, remettre en place des contrôles extrêmement stricts aux frontières. On voit bien que ça n'a pas été le cas, puisque ce terroriste s'est baladé comme il a voulu entre l'Allemagne, la France et l'Italie. Et puis évidemment, aux frontières extérieures de l'Europe, il faut mettre en place ce qui avait été prévu par les traités, mais qui n'a jamais été mis en place, une police des frontières européenne avec des accroissements d'effectifs, notamment avec l'agence Frontex. Il faut aussi que Europol, qui est un échange une plateforme de coopération entre les pays européens soit davantage alimenté, que les renseignements soient échangés entre les différents pays pour mieux traquer les terroristes. La coopération européenne en est encore à ses balbutiements. On est encore simplement à mettre en place le programme PNR pour mieux contrôler les flux par avion entre les pays européens, alors que les États-Unis ont mis ça en place depuis très longtemps. Il faut aussi, bien sûr, des titres d'identité et des passeports biométriques. Les titres d'identité biométriques ont été rejetés récemment par le gouvernement qui n'a pas eu le courage de mettre en place le fichier des cartes d'identité. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses ont été faites, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas à la hauteur des défis qui nous sont lancés par le terrorisme islamique. Parlez plutôt vous pointez plus exactement la coopération européenne qui ne serait pas assez efficace. Mais est-ce qu'il faut en finir avec Schengen ? Non, je ne dis pas qu'il faut en finir avec Schengen, je dis qu'il faut un autre accord de Schengen qui permet beaucoup plus de mesures restrictives et qui renforce la coopération entre les différents États. Il y a d'assez bonnes coopérations bilatérales entre la France et la Belgique, entre l'Allemagne et la France, entre l'Italie et l'Allemagne, etc. Mais nous n'avons pas encore la culture de l'échange de renseignements, de l'échange des fichiers, de la mise en commun de fichiers de renseignement. D'ailleurs, c'est déjà pas le cas entre les différents services de renseignement au sein d'un même pays, par exemple comme la France. Donc, on est encore loin d'avoir un système efficace au niveau européen. Donc, échange de renseignements, fichiers interconnectés, échange d'informations, contrôle des frontières interne et externe à l'Europe, avec des
des polices beaucoup plus performantes. Voilà un certain nombre de mesures. Et puis bien sûr, réforme aussi de la politique de l'asile. Il faut que l'Europe ait une politique de l'asile qui soit harmonisée et qui permette les mêmes mesures dans tous les pays. On est encore loin, mais c'est indispensable. Il faut aussi que l'asile soit modifié, que ce soit des centres à l'extérieur de l'Europe qui permettent de savoir qui a droit à l'asile et qui n'a pas le droit. Quand les migrants arrivent sur le territoire européen, il est déjà trop tard. Comment l'Europe peut-elle accepter que chaque année, depuis un an ou deux, depuis 2 ou 3 ans, sur son sol arrivent entre 1 million et 1,5 million de migrants sans quasiment de contrôle? Ce n'est plus possible. Merci beaucoup Philippe Goujon depuis votre arrondissement du 15e arrondissement donc dans Paris, et merci également à Aliénor Adret pour la réalisation de ce direct. Fin de l'espace Schengen ou pas? 2 choses. Bon, la première, c'est pas parce qu'il y a un individu qui a fait 3 pays en même pas 24 heures qu'il faut tout de suite fermer les frontières. Je pense que c'est un peu comme je vais prendre l'exemple un peu du chômage. Quand il y a du chômage, on dit c'est la faute de l'Europe, il faut sortir de l'Europe, alors que ceux-là même qui effectivement nous recommandent de sortir de l'Europe, ils sont sièges au Parlement européen, etc. Enfin, il y a un peu de démagogie dans tout ça. Si aujourd'hui on vit cette situation, c'est aussi parce que depuis maintenant peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, on a aussi participé à déstabiliser une région. C'est l'Irak, c'est la Libye, c'est la Syrie. Nous sommes, nous, occidentaux, aussi responsables de ce qui se passe là-bas. On ne peut pas s'en dédouaner. Et aujourd'hui, la menace terroriste, elle ne sait pas... c'est-à-dire que c'est la conséquence aussi de quelque chose. Donc, à un moment donné, qu'on prenne des mesures exceptionnelles pour un temps donné, visant effectivement à renforcer les contrôles aux frontières, d'accord, mais il faut regarder les choses avec un peu de lucidité et de considérer que nous, Français ou Européens, on peut circuler tranquillement et pas forcément les immigrés ou les non-européens. Je pense qu'il y a un peu de démagogie dans tout ça. Ce que disait tout à l'heure Chem, et qui est très vrai, c'est-à-dire que quand le maire du 15e dit on a des difficultés au sein même de notre propre territoire, oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il nous faudra à un moment donné regarder les choses et pourquoi pas réformer notre fonctionnement, les services de renseignement. C'est-à-dire que la coopération européenne en matière de renseignement, elle est déficiente. Il faudrait repositionner Europol, mais parce que l'échange de données, l'échange de renseignements ne fonctionne pas. Et par manque de volonté politique ? Alors, l'information, le renseignement, c'est aussi ce qui caractérise la souveraineté d'un pays. Quand je prenais tout à l'heure l'exemple d'un service secret étranger, le Maroc, c'est grâce au service secret marocain qu'on a pu identifier Abaoud à Saint-Denis et qu'on a pu le neutraliser. C'est le Maroc qui, à un moment donné, a alerté à plusieurs reprises les services allemands pour leur indiquer qu'un individu extrêmement dangereux se trouvait sur leur territoire et qu'il était prêt à passer à l'acte. Ce sont des informations qui arrivent. Comment elles sont collectées, comment elles sont partagées et comment elles sont traitées. Aujourd'hui, personne ne sait répondre à cette question. On parle du PNR, on va concentrer de l'information. PNR, comme on fait. Je le rappelle, c'est un fichier qui recense les passagers, les données des passagers aériens européens. Et les États-Unis, depuis de nombreuses années, collectent une masse d'informations. Mais si derrière vous ne savez pas l'analyser, ou vous l'analysez mal et vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous avez des attentats. Voilà. Et je pense qu'en France, entre collecter de l'information, centraliser de l'information, l'analyser et prendre une décision, c'est la prise de la décision qui vous fera éviter le risque, pas la collecte de l'information. Et quelquefois, on se trompe entre mettre en disposition des outils de nos services intérieurs de renseignement, de police judiciaire, et prendre une décision qui va bien. Et la fermeture de l'espace Schengen, au regard de ce que je vous ai dit, n'est pas forcément une réponse... Voilà, c'est juste pas une réponse, quoi. Voilà. Chem Sakrouf, c'est plus un problème de coopération, effectivement, à la fois politique, à la fois policière. Oui, je partage l'analyse de Driss. La réalité, c'est qu'on a une schizophrénie. C'est-à-dire que le renseignement intérieur est focalisé, lui, sur des intérêts en termes de doctrine d'emploi qui sont divergents potentiellement en termes de recherche et d'analyse de ce que peut faire la DGSE. Après, on a le volet financier, le financement du terrorisme, le passage. On a la DNROD, le service de renseignement des douanes. Donc, c'est beaucoup de services. C'est un éclatement. Voilà, il y a des intérêts majeurs. On l'a bien vu avec l'affaire Gloctrice et de la DNROD, où les policiers se sont fait piquer un transport de drogue par la DNROD parce qu'on voulait faire du chiffre. Et que, voilà, il y a un volet concret à prendre en compte. C'est qui on met à la tête des services de renseignement. Sont-ils des gens qui vont mutualiser et mettre en œuvre une vraie coopération interservices ? Il faut peut-être renforcer le rôle du CNR.
qui fait l'arbitrage en théorie, dans la théorie, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce qu'on a un patron de la DGSE qui est très proche du président et qui va être beaucoup plus fort vis-à-vis d'autres patrons d'agences de renseignement, ce qui fait que ça crée quand même des difficultés d'échange et de relations humaines déjà. Donc peut-être, à l'époque j'étais contre à titre personnel, mais peut-être qu'on doit rassembler tous ces acteurs du renseignement sous le commandement d'une agence précise qui fera renseignement économique, renseignement extérieur, renseignement intérieur. Il y a déjà eu une réforme il y a une dizaine d'années sous Nicolas Sarkozy. Elle n'est pas allée assez loin ou elle était à côté? En France, c'est comme ça. Dans la fonction publique, c'est difficile de faire changer la culture, les mœurs. Peut-être qu'à terme, on aura peut-être une grosse agence de renseignement, comme Homeland Security aux États-Unis, où on aura la partie renseignement intérieur, la partie renseignement extérieur, le volet financier, la partie guerre économique, qui sont rassemblés dans une agence avec une seule tête qui arbitrera sur le financement de tel ou tel, qui définira avec un collège d'experts qu'est-ce qu'on met en œuvre de manière cohérente et partagée pour pouvoir être pertinent et plus avoir ces guerres de service ou avoir des amis du président de la République qu'on va positionner parce que ça rassure le président que le patron des services secrets soit un ami. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, il faut être pragmatique et pertinent et on n'est plus là à positionner des amis, mais des gens efficaces et pertinents dans une lutte antiterroriste qui, malheureusement, impacte notre population. Mais sur Schengen Schengen, là, malheureusement, je partage également les mêmes points. C'est-à-dire que là, je rejoins le cri d'alarme des Républicains qui disent qu'effectivement, on ne peut plus se dire que parce qu'il y a un espace Schengen, qu'on doit laisser tout le monde circuler. Pour des circonstances extraordinaires, on doit prendre des mesures extraordinaires. À l'heure actuelle, les individus recherchés, on les retrouve de l'Allemagne en passant par Paris ou par d'autres pays européens, on retrouve à Milan. Encore une fois, mais ça veut dire que font les douaniers? Ça veut dire rétablir les frontières temporairement, comme c'est déjà un peu le cas, mais de façon plus ferme. Il déclare des choses parce qu'il y a des enjeux électoraux. Il faut peut-être maintenant utiliser nos douaniers qui ne sont plus à leur mission de surveillance des frontières. Il faut peut-être s'intéresser principalement, comme le disait Driss, à notre stratégie diplomatique de ce qui est fait à l'international. Sommes-nous amis ou pas avec les Qataris et les Saoudiens sur les thématiques? Ou alors on a des divergences sur leur lien présumé ou pas avec des factions qui sont elles-mêmes proches de ces groupes terroristes. Donc il faut donner de la cohérence. Je pense de toute façon que c'est figé, parce que là on est à 5 mois de la présidentielle, personne ne va prendre aucune décision. On a un ministre de l'Intérieur qui a remplacé un autre parce qu'il est devenu Premier ministre. On est là sur un jeu de chaises musicales, mais il n'y a pas une réelle volonté. En plus, on a un président qui a annoncé qu'il ne se présenterait pas. Donc vous imaginez bien que la perte de pouvoir et dans aucun ministère, légitimité. Tous les dossiers sont bloqués parce qu'on se dit on attend la présidentielle. Donc malheureusement, les fêtes approchant, il va y avoir de plus en plus d'alertes, de risques terroristes. Et je ne vois pas ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on n'a pas fait avant. Est-ce que, Driss Aït Youssef, le problème, ce n'est pas finalement les frontières extérieures plus que les frontières intérieures de l'espace Schengen? Si, les frontières extérieures restent un enjeu. L'Union européenne s'est dotée d'une politique qui se résume à sortir le carnet de chèques quand on a besoin effectivement de contenir des flux migratoires, notamment en Turquie et dans d'autres pays. À côté de ça, chaque pays de l'Union européenne peut et doit définir sa politique migratoire en direction d'un certain nombre de pays. La Turquie pour l'Allemagne, la France, ça peut être l'Afrique. Enfin, voilà, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Enfin, je veux dire. Tout ne peut pas être réglé à l'échelon européen. Non, mais tout ne peut pas être réglé à l'échelon européen. Et ce n'est pas parce qu'un individu se balade, un terroriste qui vient de commettre un attentat se balade, fait 3 pays, que ça devient un problème européen. Il y a une espèce d'hystérie autour de l'Union européenne qui est pour moi, qui n'a pas lieu d'être. Si c'est pour fermer les frontières, moi je suis totalement contre. Si c'est pour renforcer un certain nombre de contrôles comme on le fait déjà, et on a des effectifs, ça ne sera jamais suffisant pour contrôler tout le monde. Mais vous imaginez si vous commencez à mettre des contrôles aux frontières, mais vous allez... Passez-moi cette expression, mais vous allez emmerder la terre entière. Parce que justement, si les Français prennent le train, c'est pour s'éviter les encombrements de prendre l'avion, etc. Donc, vraiment, il y a quand même une espèce d'hystérie politique autour d'opportunisme aussi. Oui, voilà, c'est l'opportunité électorale, mais à un moment donné, il faut se poser peut-être un peu plus tranquillement. On a une problématique intérieure qui n'est pas la même qu'en Allemagne, qui n'est pas la même qu'en Italie, qui n'est pas la même dans d'autres pays. Il nous faut regarder avec un peu de lucidité les difficultés qui sont les nôtres en France. Regarder cette jeunesse, pas qui est en difficulté, mais qui, à un moment donné, se laisse aller vers du fondamentalisme, vers le terrorisme. Et c'est cette jeunesse qu'il faut traiter, essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. C'est du renseignement pénitentiaire. C'est tout ça qu'il faudra régler. Et vous pouvez, je regarde avec beaucoup d'attention les débats qui vont arriver sur la loi sur la sécurité publique. Il y a un certain nombre de dispositions
sur l'état de nécessité, la possibilité pour les policiers et les militaires, dans le cadre du dispositif Sentinelle, de faire usage de leur arme à feu et puis d'autres outils, etc. Bon, dans tout ça, quand est-ce qu'on fait un peu de politique et qu'on essaie de comprendre finalement ce malaise qui peut demain virer au terrorisme ? Il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien sur le social, total. sur les quartiers. Total. Alors on va quand même revenir à notre sujet qui est l'espace Schengen avec ce sujet de Jessica Martinez qui pose la question que beaucoup posent ce matin. Les frontières européennes sont-elles poreuses ? Le billet de train retrouvé dans le sac à dos d'Anis Amri fait déjà grincer des dents. Un billet qui révèle que le terroriste serait monté dans un train à Chambéry en France au lendemain de l'attentat de Berlin et passé par Turin avant de terminer sa cavale à Milan. On se rend compte que ce terroriste dangereux, armé, ce djihadiste, a pu se balader, faire un peu son tour d'Europe de Schengen, tranquillement. Son parcours en Europe s'est effectué finalement assez facilement, ce qui pour le coup n'est pas de nature à nous rassurer. Schengen, tel que nous l'avons connu au cours des décennies, des années écoulées, n'est plus adapté à la menace terroriste que nous subissons. Pourtant, depuis novembre 2015, les contrôles aux frontières entre plusieurs pays européens ont été rétablis, notamment entre la France et l'Allemagne. Présence renforcée de policiers et militaires, contrôles plus nombreux, vérification systématique des identités et fouilles dans les véhicules. Un contrôle renforcé encore au soir de l'attentat de Berlin, à la demande de l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Pas suffisant pour empêcher le tueur de Berlin de traverser 3 pays en à peine 48 heures. Mais est-ce que de fait, l'espace Schengen n'est pas vidé un peu de son sens depuis quelques mois, depuis quelques années, notamment parce que la France a rétabli une partie de ses frontières après les attentats, que l'Allemagne le fait régulièrement ? Ce qu'il faut se poser comme question, c'est que si l'individu qui a été abattu à Milan a pris le train, a-t-il été contrôlé lorsqu'on prend un train vers l'international ? C'est une question toute simple. Les douaniers, est-ce qu'ils font leur travail aux frontières ? Oui ou non ? Donc ces questions-là, malheureusement, c'est non. Donc là, en termes Parce que c'est l'espace Schengen, puisqu'a priori, oui, il est passé de l'Allemagne à la Belgique, à la France, puis à l'Italie, donc uniquement des pays de l'espace Schengen. Donc il faut, comme encore une fois, sur des périodes exceptionnelles de risque terroriste, revoir le dispositif, adapter notre dispositif sécuritaire malgré l'espace Schengen, parce qu'il y a un risque avéré, et qu'on ne peut pas dire aux gens, excusez-moi, il a tué vos enfants, vos parents, parce qu'il y avait l'espace Schengen. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Et là, encore une fois, c'est le politique qui doit mettre en œuvre des solutions et pas se reposer, que ce soit sur le volet opportuniste de se dire oui, j'avais signalé ce problème, ou de l'autre côté de dire c'est l'espace Schengen, on ne pouvait rien faire. Donc il y a une réalité, il y a un manque d'action politique ferme qui doit malheureusement prendre en compte ce qu'on vient de subir à Nice, ce que viennent de subir les Allemands, et qui va nous arriver en pleine face très prochainement. Donc on ne peut plus attendre, encore une fois, les échéances électorales en se disant que de toute façon, j'ai été nommé juste pour attendre un certain délai. Il faut mettre en œuvre des vraies politiques de sécurité dont les Français attendent vraiment des résultats. Oui, le problème, c'est que l'exécutif répète depuis longtemps, et les policiers aussi le confirment, qu'on est au maximum presque. Alors comment faire plus quand on est déjà au maximum ? Et ça, c'est les éléments de langage. Mais même quand la police dit on est en sous-effectif, on est fatigué, donc là, les militaires aussi... c'est une expression de besoin. Ça ne veut pas dire qu'on... Voilà, c'est le politique qui doit répondre. Là, on a le ministre de la Défense qui vient de demander de l'argent parce que l'emploi des militaires entre le volet au Sahel, que ce soit les opérations en Irak, le déploiement d'avions de chasse et malheureusement les militaires qui sont monopolisés pour l'opération Sentinelle, il a exprimé un besoin financier en disant voilà, on a atteint le potentiel limite en termes de dépenses budgétaires, il a demandé plus d'argent, il faut que les services de renseignement, encore une fois, c'est les policiers, c'est des militaires, c'est des agents douaniers. Leurs chefs doivent demander également ou faire des propositions fortes à des politiques. Et comme on est en période électorale, je pense qu'ils vont être entendus. Oui. Sur le rétablissement des contrôles, oui, la puissance publique a atteint son maximum, puisque la puissance publique n'a pas comme seule mission de sécuriser les frontières. Il y a aussi une mission de sécurité intérieure. Voilà, ça me paraît pas très discutable. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'État, la puissance publique, le législateur a voté un certain nombre de pouvoirs supplémentaires pour le service interne de sûreté de la SNCF qui est la SUGE, pour leur permettre justement de participer à cette mission de sécurité intérieure en leur donnant le pouvoir de procéder à des palpations de sécurité, à des inspections visuelles de bagages à main et à des contrôles d'identité. Donc ça, c'est une force de sécurité privée, entre guillemets, qui vient suppléer, j'ai envie de dire, la puissance publique. Il y a plus de pouvoir. Mais à côté de ça, la problématique de l'espace Schengen, c'est pas qu'une problématique terroriste.
c'est aussi la maîtrise des flux migratoires, des clandestins, c'est aussi la grande criminalité, c'est aussi le blanchiment d'argent. Cette porosité ne fait pas, n'est pas que problématique terroriste. Voilà. Donc il faut remettre ça dans un contexte un peu plus global. Et c'est vrai que si on fait un focus aujourd'hui, il y a juste raison, sur le terrorisme, sur la porosité, sur un terroriste qui se balade un peu partout tranquillement. Bon, mais il faut le ramener aussi à une proportion un peu plus large. Il faut prendre un peu d'auteur en disant, bon, très bien, on a mis des effectifs, pas réagir au coup par coup. Je suis pas certain que ces mêmes politiques qui critiquent aujourd'hui l'espace Schengen, je pense à Marine Le Pen, je pense à Florian Philippot, tiendraient le même discours au Parlement européen. Ils se feraient très certainement apostrophés par leurs camarades. Merci beaucoup, Shem Sakrouf, Driss Ait Youssef, pardon. On vous retrouve dans quelques instants. On continue à évoquer ce qui s'est passé ce matin à Milan, c'est-à-dire que le terroriste présumé a été abattu par la police italienne, avec toutes les questions que cela pose autour de sa circulation dans l'Europe. Dans quelques instants, c'est un nouveau journal avec Julien Domel et on en discute juste après. À tout à l'heure. Bienvenue sur LCI, nous continuons à évoquer les suites de cette fin de cavale d'Anis Amri ce matin, abattu par la police italienne du côté de Milan, 4 jours après l'attentat qu'il aurait commis donc sur le marché de Noël de Berlin, tuant 12 personnes et en blessant 48 autres. Nous sommes toujours avec nos invités, Shem Sakrouf, enseignant à la faculté de médecine de Lyon et expert en renseignement. Driss Ait Youssef, vous êtes avec nous également, vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, puis nous a rejoint Claude Tarlet, président de l'Union des entreprises de sécurité privée de France. Bonjour. Juste avant de continuer à débattre sur le plateau, on va faire un point à nouveau sur cette enquête, sur ce qui s'est passé ce matin. C'est avec ce sujet signé Georges Brunier. Sa cavale s'est terminée ici, abattu par la police en pleine nuit, dans une rue de Milan. Anis Amri, qui se savait cerné, était armé. Il n'avait visiblement aucune intention de se rendre, préférant sans doute mourir plutôt que de se livrer vivant et de finir en prison. L'air grave, le ministre italien de l'Intérieur l'a annoncé en fin de matinée. L'homme abattu cette nuit est sans le moindre doute Anis Amri. À 3h du matin, il a fait l'objet d'un banal contrôle d'identité. Au moment où les policiers lui demandaient ses papiers, il a sans hésiter sorti son arme et ouvert le feu. Un des 2 policiers a été blessé par balle, mais ses jours ne sont pas en danger. La cavale d'Amri n'aura duré que 4 petits jours. Sa présence en Italie est tout sauf une surprise. Le suspect tunisien y était arrivé clandestinement à 19 ans lors du printemps arabe. 5 ans passés sur place, dont au total 4 sous les verrous pour avoir incendié une école. Dès les premières heures de sa traque, les autorités italiennes avaient été mises en alerte, car Amri était susceptible de s'y réfugier. Nous sommes soulagés que cette personne ne représente plus un danger. Nous remercions les autorités italiennes pour l'échange d'informations étroit et en toute confiance qui a eu lieu. L'enquête, elle, est loin d'être terminée. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit Anis Amri quelques heures après l'attentat, au pied d'une mosquée salafiste de Berlin, ciblée par la police. Pour le moment, aucune lettre d'allégeance à Daesh, aucun testament n'a été retrouvé sur le terroriste. Noël, c'est vraiment une cible, la période de Noël pour la France aussi, comme l'a été le marché de Noël à Berlin. C'est-à-dire qu'en termes d'effets recherchés, oui, symboliquement, c'est intéressant pour des gens qui veulent amplifier un message de djihad. Voilà, c'est l'islam contre la chrétienté. Il y a une volonté de créer la discorde en France, de faire monter la population envers les musulmans de France pour provoquer déjà un ressenti chez les chrétiens ou la population dans sa majorité. Et en fait, c'est une question indirecte aux musulmans, adressée aux musulmans de France. Êtes-vous avec nous ou êtes-vous contre nous ? Donc, bien évidemment, c'est une cible en termes de symbole, en termes de stratégie de communication. Et bien évidemment, sur les périodes où les gens vont être à l'extérieur sur le plan opérationnel, c'est beaucoup plus pertinent pour eux d'avoir un effet recherché avec de la masse qu'on peut toucher, plutôt que d'avoir des lieux ne regroupant pas autant de personnes à ce moment-là. Alors pour cela, le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a annoncé ce matin des renforcements sécuritaires dans toute la France. Écoutez-le. Sur le territoire national pour les fêtes de fin d'année et notamment le week-end qui s'annonce. C'est plus de 91 000 forces de sécurité pour ce qui dépend de l'État qui vont être déployés. Policiers nationaux,
gendarmerie nationale et militaire du dispositif Sentinelle pour sécuriser tous les lieux qui accueillent du public et toutes les manifestations qui vont avoir lieu aujourd'hui, demain et pour la fête de Noël dimanche. Driss Aït Youssef, 91 000 policiers, gendarmes, militaires, c'est énorme, mais est-ce qu'on peut tout sécuriser ? En fait, c'est quand même assez incomplet ce que dit le ministre de l'Intérieur, parce qu'aux 91 000, il faut quand même ajouter les personnels de sécurité privée, qui sont quand même assez en nombre, à la fois dans les centres commerciaux. Ce sont aussi les agents de la SUGE, donc de la SNCF et de la RATP, qui sont aussi mobilisés, parce que c'est aussi des passages dans les transports en commun. Ce sont aussi les transports en commun qu'il faut sécuriser. Ce sont des cibles faciles. Et que, bon, 91 000, ça reste quand même beaucoup, moins que l'année dernière, puisque l'année dernière, pendant la même période, au lendemain des attentats de novembre, on était plutôt autour de 120 000. Ça reste quand même assez conséquent, étant entendu qu'évidemment, le risque zéro n'existe pas. Justement, Monsieur Tarlet, vous, qu'est-ce que ça représente comme effort ce week-end en termes d'effectifs, en termes de moyens également ? La sécurité privée est mobilisée déjà depuis de très nombreux mois sur le territoire national pour apporter un appui à la puissance publique. Je rappelle que sans cette filière, l'Euro 2016 n'aurait pas été un succès. Ce sont plus de 15 000 personnes mobilisées au quotidien qui ont permis de faire de cet événement, dans un contexte particulièrement difficile, un succès. Je crois qu'il y a aujourd'hui une situation très grave et il faut prendre manifestement un peu d'altitude. Ce pays, et l'horreur et la répétition des actes terroristes le montrent, est entré dans une nouvelle période de son histoire. Jusqu'à présent, police, gendarmes, militaires assuraient seuls des missions fondamentales qui sont celles d'ailleurs de l'État et que la filière de la sécurité privée, bien évidemment, ne revendique pas. À l'État, le maintien de l'ordre public. Mais la filière de la sécurité privée investit grâce aux nouvelles technologies qu'elle développe sur le territoire, grâce aux ressources. Quelles sont-elles, par exemple ? La vidéosurveillance, l'intelligence artificielle, des solutions de plus en plus sophistiquées qui permettent de contrôler de manière mécanique un certain nombre d'accès, des outils intelligents permettant, même si malheureusement notre droit est très souvent en retrait par rapport aux exigences de la situation. Parce que vous n'avez pas le droit de faire assez de choses, trop de retenue en termes légaux. Il y a aujourd'hui, on le voit en Europe et même dans d'autres pays du monde, des solutions techniques qui pourraient être développées à condition que notre droit se mette en harmonie avec le niveau des exigences. Il ne s'agit pas de mettre en place partout des outils qui porteraient atteinte aux libertés individuelles et collectives, mais il s'agit de prendre la mesure d'une situation qui est particulièrement grave et qui ne nous permet pas de vivre collectivement. Le citoyen est au cœur de tout cela, il peut le comprendre, comme s'il ne s'était rien passé depuis les événements de Charlie Hebdo. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aimeriez qu'il y ait des outils qui se développent mais qui ne peuvent pas se développer, ou c'est vos agents qui puissent intervenir plus facilement qu'ils ne peuvent le faire actuellement ? Aujourd'hui, nous considérons qu'il doit y avoir au plus haut niveau de l'État une instance permettant d'analyser globalement la menace. Policiers, gendarmes, militaires, douaniers, acteurs de la sécurité civile, policiers municipaux, agents privés de sécurité doivent être en capacité de partager chacun dans leur territoire une réflexion stratégique. Dans cette réflexion stratégique, la sécurité privée, qui est évidemment dans un rôle particulier, puisqu'elle est finalement marchande, elle offre des services, contrairement aux autres forces de l'État qui finalement servent le citoyen et la nation, elle offre aussi avec ses services de la technologie. Elle offre des innovations qui peuvent être mises à la disposition de l'ensemble de ces forces. Il faut donc que le droit permettent, dans le respect des libertés individuelles et collectives, d'utiliser ces outils bien davantage. La vidéo intelligente a fait des progrès considérables. Sur le marché de Noël à Paris, c'est plus de 200 caméras intelligentes qui ont été installées, indépendamment des ressources. Il faut monter en compétence aussi avec les femmes et les hommes que nous employons. Et je demande notamment que nous puissions réfléchir dans les années qui viennent à la possibilité de faire venir dans les entreprises privées de sécurité des femmes et des hommes exerçant des carrières de haut niveau dans la police, la gendarmerie, les douanes ou les militaires pour apporter de l'éthique, pour apporter de la compétence, là aussi. Une coopération plus forte. Il faut accepter d'inclure la sécurité privée encore plus dans le système de prévention du terrorisme aujourd'hui. C'est des acteurs essentiels dans les zones dites privées, comme les magasins, les lieux qui font appel justement à de la surveillance. Ce sont déjà des acteurs pleinement efficients et opérationnels qu'il faut, comme le disait M. Tarlet, échanger sur la formation, sur la menace. Ils ne sont pas assez formés ? Là, c'est en train d'être pris en compte, que ce soit par le plan universitaire ou de l'enseignement, c'est pris en compte. Encore une fois, on a Assas, on a Léonard de Vinci, qui ont des masters dédiés à la formation sur la fonction opérateur sûreté et directeur sûreté, sur ce qu'on appelle le risque dans sa globalité. Maintenant, il faut, je pense, monter peut-être un espèce de
d'organes de réflexion, qui va peut-être poser le problème à tous ces acteurs, que ce soit les gendarmes ou les policiers et également les acteurs de la sécurité privée, mais également les policiers municipaux, pour leur donner, j'allais dire, un cadre, un canevas sur quelle est la menace, comment elle évolue, quelles sont les dernières technologies et comment on travaille en symbiose. Monsieur Itzoussef, justement, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de prendre ces acteurs en compte parce que de toute façon on ne peut pas faire avec les moyens étatiques? Ces acteurs ont déjà été pris en compte, sont pris en compte depuis maintenant de nombreuses années. Je vais prendre simplement 2 exemples. Il faut développer ça encore? Oui. Pour ne prendre que 2 exemples, un exemple intérieur et extérieur. L'exemple intérieur, c'est la délégation d'un certain nombre de missions, notamment à ce qu'on appelle de la sûreté aéroportuaire, c'est-à-dire qu'une mission qui était auparavant assurée par la sécurité publique, donc par les policiers, aujourd'hui assurée par des agents de sécurité privée qui aujourd'hui procèdent à des palpations de sécurité, des inspections visuelles de bagages à main aux aéroports. Ça, c'est sur le plan intérieur. Sur le plan maintenant extérieur, c'est tout récemment d'ailleurs, puisque la Marine nationale était beaucoup mobilisée contre la piraterie maritime, une loi aujourd'hui autorise des sociétés de sécurité privées, donc justement à occuper cette activité parce que justement l'État ne peut plus l'occuper, n'a plus les moyens de l'exercer. Mais j'ai envie de dire, on est sur une problématique qui est, j'ai envie de dire, bien plus elle est davantage politique que technique, j'ai envie de vous dire, puisque l'État n'a pas eu d'autre choix, que d'abandonner du terrain, elle ne l'a pas organisé. Il a fallu l'accepter. Et la difficulté aujourd'hui pour l'État, c'est quand on parle d'un organe de réflexion, c'est de coordonner avec la sécurité privée, finalement. Est-ce que la sécurité privée, comme le disait d'ailleurs Charles Pasqua dans la loi de 95, est-ce que la sécurité privée concourt réellement à la sécurité globale de la nation? Si oui, il nous faut envisager les choses différemment. Vous restez avec nous, on continue de parler de tout ça, de la fin de cavale d'Anis Amri et des conséquences que ça peut avoir sur la sécurité en France. On revient, on sera aussi en direct tout à l'heure de Milan avec notre envoyé spécial Henri Dreyfus. À tout de suite avec le rappel des titres par Julien Domène. Claude Tarlet, je rappelle que vous êtes président de l'Union des entreprises de la sécurité privée en France, un syndicat qui représente 200 entreprises du secteur. Vous avez été consulté par les églises notamment? Nous sommes en discussion déjà depuis de nombreux mois avec les différents cultes. Aujourd'hui, la situation est claire. Ce sont principalement les militaires, plusieurs milliers d'entre eux, qui assurent au quotidien la sécurité à l'extérieur des églises, l'opération Sentinelle. Des moments de culte. Alors, il faut savoir qu'il y a 12 000 sites sensibles qui ont été définis en France et un quart de ces sites sont en réalité des sites religieux. On ne peut pas, évidemment, mettre une force militaire ou même une force privée aujourd'hui dans tous ces ensembles parce que la tâche est considérable. Je rappelle qu'il y a 45 000 églises sur le territoire national. Il y a 2500 mosquées dont près d'1 millier font déjà l'objet d'une surveillance très très attentive. À cela, il faut ajouter évidemment tous les établissements, écoles ou synagogues, près de 700 qui font l'objet déjà d'une surveillance extrêmement étroite de la part des militaires. Et puis vous avez aussi, il ne faut pas l'oublier, un certain nombre de lieux de culte protestants, qui ne sont pas à négliger, orthodoxes, des églises évangéliques. Bref, c'est impossible aujourd'hui pour l'État de mobiliser partout, évidemment, l'ensemble de ses troupes. Donc le choix militaire a été fait, et c'est précisément parce que ce choix a été fait, mais qu'il a ses limites, que les différents représentants des communautés essaient aujourd'hui, la première d'entre elles, la communauté juive, de trouver avec des acteurs privés, qu'elle sollicite déjà, notamment pour cette communauté depuis de nombreux mois, des solutions qui allient à la fois les technologies, notamment les vidéos, et des contrôles d'accès, et des présences qui peuvent être des présences humaines. Concrètement, ce week-end, vous serez présent dans des églises de France, dans des temples? Pas dans la période que nous allons vivre là, puisque ce dispositif n'est pas encore en dehors des technologies mises en œuvre, développées avec des ressources privées, mais en tout cas, c'est un vrai chantier qui s'ouvre pour l'année 2017. Shams Akrouf, ce week-end de Noël, il sera particulièrement surveillé. On entendait une dame qui disait qu'il y aurait des contrôles par des bénévoles à l'extérieur des églises avant d'entrer à la messe de Noël. Ça veut dire que les Français doivent s'habituer à changer un petit peu de façon de vivre? Oui, tout à fait. De toute façon, la menace, elle est dans le subconscient. On a les médias qui en parlent parce que c'est une réalité. Donc il y a un effet de pression, de conditionnement. On s'attend malheureusement à des événements graves. Donc c'est une réalité. Ensuite, sécuriser les sites religieux, c'est d'être en mesure, par égalité, d'être partout à la fois ou pas du tout. Donc les militaires, ils sont également limités sur le plan opérationnel. Le militaire de base qui va faire de la surveillance, il est équipé d'un pistolet automatique et d'un calibre de 5,56 pour le FAMAS. Donc c'est de l'armement qui n'est toujours pas adapté à une sécurité en milieu urbain. Les militaires sont faits pour faire de la guerre. Donc la réflexion, encore une fois, elle est intéressante en termes de technologie pour pouvoir faire de la détection, reconnaître des gens qui sont en train de faire une reconnaissance de site avant une attaque terroriste.
Donc c'est des choses à mettre en œuvre, c'est une discussion avec l'État et les gens des cultes religieux et la sécurité privée pour trouver un bon équilibre opérationnel sans mobiliser des gendarmes ou des policiers dans le cadre de sentinelles qui sont peut-être nécessaires ailleurs et qui ont peut-être besoin également de se reposer. Donc effectivement, c'est un chantier qui s'ouvre en 2017, mais encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une force policière comme on a besoin de la sécurité privée. Il faut trouver le bon curseur qui réponde aux vraies problématiques. Alors pour ça, il y a une solution qui commence à être envisagée, c'est le système des réservistes. On a vu qu'en Allemagne, la question commençait à se poser, des patrouilles, puisque ce n'est pas vraiment la culture des Allemands. En France, ça fait longtemps que les patrouilles policières ou militaires sont développées après les attentats. Et parmi eux, ce week-end, il y aura beaucoup de volontaires, de réservistes. C'est une nouveauté qui vient de se développer beaucoup. Et Benjamin Dard et Guillaume Aguerre en ont suivi. 2 d'entre eux, c'était à Caen. Vous voyez leur reportage. Rien ne les distingue des autres militaires, ni l'uniforme, ni les gestes assurés au moment d'endosser le gilet pare-balles. Pareil ? Pas trop lourd ? Ça va. Première mission ? Non. Deuxième. Pourtant, François comme Tiphaine sont de simples réservistes. On est parti pour une patrouille. On va d'abord à la gare de Caen. En route, pour une journée de patrouille à travers la ville, leur quotidien pour les 2 semaines à venir. Une mission désormais familière pour François, engagé depuis plus de 2 ans, une découverte pour Tiphaine. Les attentats en fait m'ont poussé davantage à m'engager dans la réserve. Je me suis dit que je pouvais avoir un rôle assez important si je m'engageais, je pouvais défendre notre pays. C'est aussi une manière de servir à mon niveau, notamment en soutien des militaires d'active. À 22 ans, François est en master de relations internationales. Tiphaine prépare un concours pour devenir infirmière. Des étudiants en somme pour assurer la sécurité des lieux publics. Ils sont peut-être pas aussi performants ou aussi entraînés que des militaires de profession, mais c'est pas ça qui compte. Là, c'est simplement le fait de se montrer, d'être présent. Chacun a suivi une formation de 20 jours pour apprendre le maniement des armes et la vigilance de chaque instant. Noël, c'est ici qu'ils le passeront, en caserne, loin de chez eux, loin des leurs. C'est une solution faute de mieux, les réservistes. Là aussi, on essaie de prendre tout ce qu'on peut. Alors, 2 choses. D'abord, peut-être revenir sur la complémentarité à la fois en matière de sécurité privée pour la sécurisation des lieux de culte. Si on considère qu'il y a 2400 églises qui sont considérées comme très sensibles qu'il faut protéger, et effectivement cette vigilance citoyenne. Qui elle est bienvenue. Ensuite, sur la réserve, on parle là d'une réserve militaire, mais il ne faut jamais oublier que les militaires n'ont pas été employés, formés pour des missions de sécurité intérieure, et qu'aujourd'hui, la réserve civile, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur des enjeux. Non pas parce que les femmes et les hommes qui s'engagent ne sont pas formés, mais tout simplement parce que c'est juste insuffisant au regard de la menace. Et que le projet qui consiste à créer une garde nationale, il est juste sans rapport avec, j'ai envie de dire, les attentes, les besoins des Français en matière de sécurité. Ils sont évidemment les bienvenus et ils font un travail formidable. Simplement, il faut mettre ça, j'ai envie de vous dire, j'ai un peu du mal à m'en satisfaire. Voilà. Donc il faut ramener ça un peu... C'est un cache-misère ? C'est évidemment un cache-misère et on le fait parce qu'on ne peut pas recruter des policiers, voilà pourquoi on le fait. Et on confie justement l'organisation de cette garde nationale à l'autorité militaire, qui est pour moi pas forcément la meilleure autorité pour travailler sur les questions de sécurité intérieure. Ça veut dire qu'ils ne seront pas efficaces pour agir ? Mais agir de quoi et sur quoi et comment ? C'est-à-dire que si on considère aujourd'hui la loi sur la sécurité privée qui est en discussion avec des moyens que l'on va donner aux militaires pour faire usage de leur arme à feu avec la légitime défense et l'état de nécessité, mais ce n'est pas forcément aux militaires d'assurer la sécurité des Français à l'intérieur de notre territoire. Les militaires, c'est au détriment des missions extérieures. Et c'est dit par la plupart du chef d'état-major des armées qui, quand il demande effectivement une rallonge budgétaire, à juste raison, c'est simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire sur ce pourquoi ils sont payés. Enfin, il y a une vraie... j'ai envie de dire, mais c'est comme ça depuis pas le début, mais on a un peu le sentiment que le politique, il va conceptualiser ou il va peut-être avoir recours à une force auxiliaire pour essayer pour refuser de regarder la réalité en face. C'est la participation de la sécurité, c'est le fait de dire à un moment donné que la puissance publique ne peut pas tout toute seule. Mais alors c'est quoi la solution ? Je pense qu'il faut penser autrement l'architecture de sécurité intérieure. On a oublié tout ce qu'on sait et je pense qu'il faut changer totalement de logique. Et il faut faire évoluer
la mentalité du citoyen, car c'est le citoyen qui est au cœur de toutes les évolutions. Mais il commence déjà à s'habituer à tout ça. Il s'habitue, mais il faut aller plus loin. Très souvent, lorsqu'un acte grave intervient, on imagine un certain nombre de mesures qui renforcent, complètent, substituent. Le dispositif de la garde nationale est en effet une bonne mesure en soi, mais ce n'est pas ce dispositif qui va régler la situation. L'extension de certaines missions à la sécurité privée, on en parle, y compris sur vos antennes, l'armement peut être possible de certains de ces agents demain. Ce sont des mesures qu'il faut en effet prendre, mais elles ne vont pas à elles seules régler la situation. Donc ce qu'il faut, c'est penser différemment dans une analyse globale de la menace. Quelle est la place de notre police, de notre gendarmerie ? Quelle est la place de nos militaires ? Quels sont, bien évidemment, les périmètres de jeu des acteurs privés ? Ceux qui concourent à travers des engagements civils ou citoyens peuvent jouer un rôle, mais ils ne peuvent pas être tous au même endroit, sur le même théâtre et avec les mêmes missions. Pour moi, il y a 3 cercles. Premier cercle, l'État. Le maintien de l'ordre public, c'est sa police, sa gendarmerie, ponctuellement ses militaires, mais il faut aussi assurer la sécurité de notre territoire à l'extérieur. Deuxième cercle, il s'agit du territoire. C'est le préfet qui a compétence avec ses policiers municipaux et les acteurs locaux dont il bénéficie. Troisième cercle, il ne peut pas être sur le terrain public, parce que par nature, il est privé, mais il peut contribuer à l'intérieur d'un espace privé avec des entreprises spécialisées, offrant des technologies, offrant des ressources de plus en plus compétentes. Il peut offrir des solutions. Et puis, il faut un institut de formation de cette filière de la sécurité privée. La police a son école, la gendarmerie a son école, les militaires ont les leurs. Il faut unifier tout cela et monter en compétences et placer le niveau de formation des femmes et des hommes qui interviennent dans la filière de sécurité à un autre niveau d'exigence et notamment impliquer les acteurs des services de renseignement, les acteurs qui luttent sur le terrorisme dans la formation des cadres et des acteurs de la sécurité privée. Ce sont des yeux, des oreilles, 170 000 partout sur le territoire national, principalement dans des lieux sensibles. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas davantage cette force ? Vous êtes président donc, du syndicat des entreprises de sécurité privée. On entend ce que vous dites, mais vous prêchez aussi pour votre paroisse. Est-ce que ces 170 000 agents aujourd'hui sont tous efficaces, formés, en connaissant le droit, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ? Est-ce que vous nous assurez ça ? Aujourd'hui, je prêche pour mon pays. Je pense que la filière que je représente est une filière indispensable dans la construction d'une solution de sécurité dans mon pays. Et je pense que nous devons tout faire, même si nous sommes des entrepreneurs et des entrepreneurs innovants, pour monter en effet en compétences. Nous avons tout fait pour que notre filière soit organisée et contrôlée par un Conseil national des activités privées de sécurité qui dépend de l'État et qui aujourd'hui régule et contrôle l'exercice de notre activité. Nous sommes peut-être une des rares filières qui, grâce à une taxe qu'elle a levée, finance un corps de contrôle. S'autofinance du coup ? Voilà, elle s'autofinance entièrement, finance un corps de contrôle qui permet sur le terrain tous les jours de vérifier que ceux qui ont en effet des marchés et qui s'inscrivent dans la logique privée respectent les codes de déontologie, ils existent et les pratiquent. Juste peut-être une petite remarque pour vous donner peut-être un exemple sur la désorganisation totale au plus haut sommet de l'État. On a un service qui est un service du ministère de l'Intérieur, de la police nationale, qui est le SPHP, qui est le service de protection des hautes personnalités, qui a en charge la protection des personnalités sensibles, qu'ils soient ministres, les personnalités étrangères, mais également des personnalités françaises, des journalistes qui font l'objet de menaces sérieuses. Évidemment, le service du ministère de l'Intérieur étant débordé, on vit une circonstance très particulière, dramatique, et qui conduit aujourd'hui la puissance publique, le législateur, à réfléchir, à confier de l'armement, arme létale, à des agents de sécurité privée. Mais or, aujourd'hui, si on regarde la sécurité privée qui monte en puissance et qui n'est pas formée pour le maniement des armes, on est sur une vraie difficulté, mais c'est l'État qui le veut. Je ne suis pas certain que la profession demande à ce que ces agents de sécurité privée, un certain nombre de ces agents de sécurité privée, soient armés d'une arme à feu. D'autant plus que j'ai envie de dire, il n'y a pas de cadre juridique, hormis le fait de pouvoir à un moment donné délivrer un port d'arme. C'est plus global que ça, c'est l'utilisation de cette arme à feu. Dans quelles circonstances ? La légitime défense, l'état de nécessité, comment on fait ? Et je dis, on ne rend pas forcément service ni à l'État ni à la profession en dotant les agents de sécurité privés d'une arme à feu. C'est le même problème pour la SNCF et pour la RATP, qui disposent d'un service de sécurité interne avec des agents qui disposent d'une arme létale. Mais on réagit
à l'actualité et on délègue et on donne un peu par la contrainte et ça donne des résultats qui sont très discutables. Alors on va juste revenir à l'actualité du jour un instant avant de continuer ce débat. Prenons la direction de Milan, c'est là que nous attend Henri Dreyfus, il est notre envoyé spécial sur place. Henri, comment et pourquoi, la question est simple, tout le monde se la pose, comment et pourquoi Anis Amri aujourd'hui s'est-il retrouvé à Milan en étant lundi soir encore en train de commettre probablement un attentat du côté de Berlin? Eh bien, la raison la plus simple, Axel, la plus évidente, c'est que Anis Amri a vécu ici en Italie pendant 5 ans. Il est arrivé à 19 ans en 2011, juste après le printemps arabe. Et sur ces 5 ans, eh bien, il a passé 4 ans derrière les barreaux pour avoir incendié une école. La grande interrogation ce soir, bien évidemment, c'est cette cavale de 4 jours. Comment Anis Amri a-t-il pu rallier Berlin à Milan? On le sait désormais, les enquêteurs ont trouvé sur sa dépouille un billet de train en direction de Chambéry. Selon toute probabilité, le terroriste présumé a donc rallié d'abord Berlin, puis Chambéry, Turin, avant d'arriver ici à Milan, et ce avec une facilité assez déconcertante, ce d'autant plus qu'un mandat d'arrêt européen avait été délivré à son encontre. Ça pose bien évidemment la question d'éventuel soutien logistique, de complicité, mais pour l'instant il est trop tôt pour l'affirmer. Les enquêteurs n'ont quasiment rien retrouvé sur lui, ni papier d'identité, ni portable, ni testament. Seul ce billet de train, un pistolet, un petit couteau et quelques centaines d'euros. Henri Dreyfus en direct depuis Milan. Merci beaucoup, Henri. On continue cette question justement. Les contrôles aux frontières ont été renforcés. Pas assez de monde, vous nous disiez. Les douaniers qui sont en mal-être un petit peu, on peut dire ça comme ça. La mission de surveillance des douaniers n'est plus occupée sur certaines zones dites sensibles, frontalières, par les douaniers, mais plutôt par les gendarmes, dont ce n'est pas la fonction immédiate. Il y a également, pour revenir à la première question que vous aviez posée tout à l'heure sur la nécessité d'avoir une garde nationale ou la réserve, il faut comprendre qu'on est quand même dans une période où la communication politique a besoin d'émettre des messages, c'est-à-dire que suite aux attentats que nous avons subis le 13 novembre et également à Nice, la seule manière que le gouvernement a trouvé à ce moment-là d'associer un mal-être face à une réponse dite, c'était de dire on a aussi besoin de la population pour répondre à la sécurité, en ouvrant de manière beaucoup plus large les effectifs, en recrutant la réserve, on a parlé de garde nationale. Donc effectivement, si vous prenez le métier de militaire professionnel, qui a déjà du mal à faire 3 à 4 sessions de tir par an pour tirer 10 cartouches parce qu'il y a aussi des problèmes de finances, vous imaginez bien qu'un réserviste à qui on a laissé entendre qu'on avait besoin de lui, qui va être formé pendant une semaine pour déjà le maniement des armes, qui va être appelé régulièrement pour venir soulager les opérations sentinelles ou quand les militaires sont déployés à l'étranger, ne sera pas un vrai professionnel sur le volet sécurité intérieure. Il a un armement qui... Juste la dissuasion. Voilà, c'est occuper le terrain, montrer qu'il y a des gens qui sont là. Encore une fois, on l'a vu avec le Bataclan, où des militaires n'ont pas reçu les ordres pour ouvrir le feu, parce c'est les autorités militaires qui l'ont dit elles-mêmes, qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc c'est de la présence, c'est de la dissuasion, mais ce n'est pas la réalité de gens qui sont en mesure d'être des acteurs, j'allais dire, clés sur la lutte antiterroriste en France. Ça veut dire que depuis 2 ans, depuis Charlie Hebdo, il n'y a pas de politique vraiment réfléchie. On agit à chaque attentat avec de la cosmétique. J'ai parlé récemment vers Lyon avec les gens de la sécurité intérieure qui déjà avaient du mal à trouver le temps et mettre une priorité sur les signalements de gens radicalisés. Qu'est-ce qui relève de la justice, des troubles mentaux? Est-ce qu'ils ont mis en place un système d'évaluation pour ne pas se dire que quelqu'un leur a signé quelqu'un, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des vérifications? Donc la sécurité intérieure est préoccupée par des problèmes de sécurité intérieure. Ensuite, il y a le plan de protection à mettre en place. Encore une fois, ce qu'on a dit tous les trois, c'est qu'il fallait mettre de l'intelligence dans tout ça, d'être pragmatique, trouver des systèmes de coordination. C'est aussi un problème administratif. Bien évidemment, et d'argent. Parce qu'encore une fois, il faut payer pour la sécurité privée, il faut payer les militaires. Donc tout ça, c'est des questions de budget. Monsieur Claude C'est un problème de culture. Il faut véritablement, et je le crois sincèrement, que les moyens qui ne sont pas illimités, tous les dispositifs qui sont mis en place, que ce soit sur le budget de l'État ou que ce soit sur le budget des entreprises qui consomment des solutions techniques ou des ressources, tous ces budgets explosent. Donc il y a bien un moment où il faut arrêter
parce qu'on ne pourra pas continuer de cette manière et on sera tenu de répondre essentiellement dans l'émotion avec un certain nombre de mesures ponctuelles qui calmeront peut-être l'inquiétude de façon passagère mais qui ne résoudront pas dans la durée. Donc ce que je pense et ce que je propose, c'est que véritablement on prenne en compte le fait que cette société est en train de se transformer et qu'il faut que tous les acteurs se parlent, travaillent ensemble, que la mixité ne soit pas simplement dans les paroles, mais dans les pratiques de terrain et que l'on élève le niveau de compétence tout en donnant une conscience aux citoyens plus forte qu'il est en danger, mais qu'il participe aussi à la solution. Driss Joseph, pour conclure, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Pour peut-être résumer un peu l'attitude de l'État, c'est on fait et on corrige ensuite, ce qui lui enlève toute capacité d'anticipation, comme le veut en principe un État qui se respecte. Ensuite, c'est toujours de prendre un peu plus d'auteur, puisque quand on fait, on va doter à peine les militaires d'un cadre juridique pour pouvoir intervenir sur la voie publique en cas de problème, mais il faut prendre de la hauteur et comprendre pourquoi. Nous vivons aujourd'hui des moments très difficiles dans notre pays, avec une jeunesse, avec des jeunes Français qui sont nés sur le territoire de la République et qui, encore une fois, sèment la terreur dans notre pays et tuent aveuglément n'importe qui. Il faut qu'on se pose à un moment donné la question. Et on ne pourra pas régler ce problème en enfermant ces individus à vie. Ce n'est pas possible. Et donc, il va falloir qu'on regarde les choses politiquement et dans la sérénité. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir débattu de toutes ces questions. Merci aussi à vous de nous suivre sur LCI. On reste en direct dans un instant. C'est le grand journal de Julien Domel et on se retrouvera tout à l'heure.